parlato di te, queste pareti bianche, come mondo là fuori, me lo chiedo spesso, ma quando sei con me e mi stringi forte, mi sento come potessi alzarmi quando ci sei, tu sai che tutto questo mi fa meno paura e mi sento vivo. Sai che ho meno paura di svanire. E quando sei con me, queste mura si dipingono dei nostri pensieri e ho meno paura, fammi paura. Messieurs et mesdames! Non, non, Constant, mais c'est pas possible. À chaque fois, c'est la même erreur. Mais c'est la formule universelle du théâtre. Je C'est sais. pas messieurs et mesdames, c'est mesdames et messieurs. Je sais, arrête de crier s'il te plaît! Mais Arrête! comment ça, Mais on dirait qu'on fait mais du cabaret! comment ça se fait que tu te trompes à chaque fois? J'aime pas le cabaret! Quoi? J'aime pas le cabaret, on dirait qu'on fait du cabaret, j'aime pas le cabaret, c'est tout! Arrête! Bon, On refait, ok? ouais, on recommence. Mesdames et messieurs! Ce corps misérable a longtemps été tourmenté pour mentir. Ce corps est ici, devant vos yeux, malade, fatigué, faible. Il ne se prête qu'à la mort, hein? Eh, que voulez-vous que je fasse de ce corps inutile, hein? Personne ne sait mieux que ce corps ce que cela signifie d'errer dans le tunnel sombre du temps, si vain et si important pour nous tous. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Mais qui? Je dis bien qui? Qui a déterminé qu'un corps malade et fatigué doit mourir? Vous avez entendu? Il a dit qui? Il a dit qui? Et c'est moi, le prince Constant! Mon cher, un prince de mon rang peut établir qu'un de ses sujets doit mourir. Et toi, tu dois mourir. Comme l'a dit... Comme l'a dit... Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor. Merci. Tadeusz Kantor. Comme l'a dit Tadeusz Kantor, crève les artistes. Crève les artistes. Tu es un artiste, Hippolyte. Un artiste. Tu sais, je te fais là une très grande faveur en te tuant. Parce que la maladie est pire que la mort. Ah. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le prince Constant. Bon. Dans la maladie, il y a de l'espoir. Pas dans la mort. Oh.
Mon père n'était pas malade. Mais le train l'a tué. Eh, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Il n'y a pas d'issue possible. Ne touche pas à ton prince! Quand la douleur est trop forte, ou quand l'espoir a disparu, la tristesse est plus présente que la paix. J'ai cherché à reculer d'un pas, à respirer profondément, à examiner la situation d'un nouveau point de vue. Je suis diminué. Je n'ai plus mes facultés physiques et mentales. J'ai peur du jugement dernier, du purgatoire, du néant. J'ai peur des araignées, des souris, du noir de la nuit. Je suis gravement malade. Mais je veux vivre. Je suis condamné à mort par toi, maudit prince. Moi, si jeune, si beau, si intelligent, je suis condamné à mort pour toujours. J'en appelle à la postérité. Ce matin, à l'aube, tu m'as réveillé pour aller mourir. Tu m'as dit que c'était bon pour la santé de se lever de bonne heure. Tu m'as dit, tu peux fumer une clope, jouer aux échecs. À moi, si beau, si jeune, si intelligent, tu m'as dit, ah, si je ne te condamne pas à mort, alors tu serais condamné à vivre. Et comme j'ai toujours préféré la vie à la mort. Mais tu n'es qu'un lâche! Tu n'es Laisse-moi qu'un la lâche! vie, je t'en prie. Seule la vie vaut la peine d'être vécue. J'ai peur du jugement dernier. J'ai peur du purgatoire, du néant. La peur d'être enterré vivant ou de mourir étouffé. J'ai peur des araignées, des souris, du noir de la nuit. J'ai toutes les phobies possibles. Personne ne m'aime et je n'aime personne. Mais je veux vivre. À quoi cela servirait-il, hein, de te garder en vie? Je prends conscience, seulement maintenant, que je suis à l'abri du besoin. Hein? J'ai grandi loin de la grande pauvreté. Je suis, comme on dit, comment on dit déjà, un privilégié. Je suis un privilégié. Tout le monde dit que je suis un privilégié. Et alors? Et alors? En tant que futur prince, je n'ai manqué de rien. Mais ce peuple, mon peuple, Hippolyte, est toujours exploité et enculé. On lui vole littéralement la vie, tu comprends? Enfin bon, cela dit, toutes les vies ne valent pas la peine d'être vécues. N'est-ce pas? Hein? Très cher. Un esclave rêve de liberté. Et toi, tu peux atteindre cette liberté, tu comprends? Avec
Un seul coup de feu. Quel immense, immense privilège que tu as de mourir par la main d'un noble prince. Un esclave est toujours libre. Il n'a pas besoin de mourir pour être libéré. La liberté n'est pas une question de chaîne ou de corps. La liberté est un état d'esprit, de pensée. Mais t'entends ce que tu dis? De grands mots pour un ignorant de ton espèce. Je trouve ton élucidation très triviale. Hein, pardonne-moi. Mais je daigne te répondre. Hein, je daigne te répondre. Si c'était un état d'esprit, de pensée, comme tu dis, que tout esclave serait heureux. Mais ce n'est pas le cas. Je t'assure. Parce que l'esclave, il veut briser ses chaînes, libérer son corps et s'échapper. Et ne bouge pas. Ne bouge pas. Ou je tire. Toi aussi, tu es esclave de ton rôle social, de ton haut rang. Demain, tu seras couronné roi, malgré toi. Mais aujourd'hui, tu n'es qu'un prince, esclave de ses esclaves. Tu ne comprends pas. Hein? Demain, je refuserai la couronne. Mais ils me l'offriront plusieurs fois, comme un rituel archaïque. Et à la fin, je l'accepterai. Parce que c'est écrit dans l'histoire. Et l'histoire, Hippolyte, l'histoire doit être respectée. Mais je comprends que tu préfères que je te tue demain, hein? Quand je serai finalement roi. Parce que demain, moi je serai roi. Mais regarde-toi, tu es ridicule. Mais alors vraiment ridicule. Je serai toujours moi de toute façon, roi ou prince. C'est bien une main divine qui tient ce revolver. Je suis suspendu dans le vide. Je ne crains pas la mort, mais seulement l'agonie de l'attente. La distance entre moi et le sol est immense. Observez ce train-train inutile, ce va-et-vient, est comme être ici parmi nous. Regardez toutes ces fourmis. Oui, je vois des fourmis.
des fourmis ça et là. Ah. Ces fourmis obéissent au diktat du pouvoir. Elles n'ont plus aucune identité avec leur masque. Ces fourmis mourront toutes, tôt ou tard. Et elles le savent. Mais elles obéissent. Je voudrais leur tomber dessus pour hâter leur fin et la mienne. Je ne veux pas être sauvé. Observez, encore, observez ce train-train inutile, ce va-et-vient, et comme être sur le Golgotha, avec la croix sur les épaules, avec les fourmis qui me crachent dessus, m'arrachant des lambeaux de chair. Il n'y a pas de résurrection, ni pour eux, ni pour moi. Toi, tu auras mon corps. Mais pas ma soumission. Ni mon âme, si elle existe. L'ange en bois que j'ai sculpté sur la plage va tomber et être détruit. Mais il existera toujours. Alors tire! Ton âme, tu n'as pas d'âme. Hein? Voyons au moins si tu as un corps. J'ai tué un être insignifiant, un sujet, un esclave, et quelqu'un qui, pour la société, n'était qu'un numéro, un parmi d'autres. C'était un ver, un être à humilier, à piétiner, à offenser. Un homme qui ne se bat pas, qui ne se défend pas contre le pouvoir, n'a pas le droit de vivre. Hippolyte aurait vécu comme un esclave et serait mort comme un vieil esclave, hein. Je déteste ces lâches, ces vers qui acceptent la société, n'importe quelle société. Le pouvoir, n'importe quel pouvoir, n'importe quel esclavage. Ah, je les déteste.
Hippolyte, tu dors! Quoi? C'est à toi! Concentre-toi! Quoi? Mais concentre-toi, j'ai fini ma réplique. Mais comment ça, c'est à moi? J'ai fini ma réplique, c'est à toi. Mais non, mais t'as dit à peine 2 T'es mots. perdu. Concentre-toi. Mais On recommence, on recommence. Oh oui, je les déteste! Constant, ta mère est nymphomane. Elle voulait me baiser, mais j'ai refusé. Regarde comme je suis. Toi, tu l'aurais emmenée au lit. Ma mère est une reine. Par conséquent, elle peut coucher avec qui elle veut. Mais tu as osé refuser ta reine. C'est grave. C'est très grave qu'un simple serviteur refuse sa reine. C'est un acte stoïque et stupide. Stupide. Si tu avais couché avec elle, peut-être que je t'aurais libéré. Enfin, peut-être. Si ma mère me l'avait demandé. Est-ce pour cela que tu veux me tuer? Non. Mais non. C'est pas pour ça que je veux te tuer. J'aime pas les malades. Et toi, tu es malade! Malade! Chacune de tes respirations est dangereuse! Chaque soupir est contaminant! Tu dois juste rester prisonnier et mourir. Hippolyte, je vais m'énerver. Hippolyte, c'était à toi. Quoi? Si, c'était à toi. Encore? Bah oui. Mais non! Mais si, tu devais te lever, arrête, on a changé. Mais Mais non, mais j'ai l'impression de te faire tout seul, là. c'est vrai que j'ai des trous depuis tout à l'heure, mais... Mais c'est ton jeu aussi, là! Et il me perturbe! Non, mais tu joues mal! Faut le dire aussi! Hein? La pièce ne peut pas tout le temps se reposer que sur moi! Bon, c'est pas grave. Recommence. Recommence! C'est bon. Tu dois rester prisonnier et mourir. Non, non, arrête. Je suis ton prince. Je suis ton prince. Arrête. Stop. Stop. J'ai gagné. J'ai gagné, je suis ton prince. Je suis son prince. Mais
Mais tu n'as pas de cœur. Tu es un prince cruel. Et c'est ma chance. Tu as dit quoi? Cruel? Cruel? Mais ça veut rien dire, ça, être cruel. Cruel. Ma mère ne savait pas qu'elle faisait l'amour à son fils. Mais moi, oui. Ma sœur était jalouse de ma mère, et pour la calmer, en plus de lui donner des bonbons, il fallait que je l'aime. Une violente bagarre s'ensuivit. Et puis, quand elles ont découvert qui j'étais vraiment, elles se sont damnées et sont devenues coupables du grand péché. Du même péché. Alors moi j'ai ri. Peut-être que, oui. Peut-être que je suis cruel. Tu es un prince damné. Au-dessus de toi se trouve la condamnation capitale. Celle divine. Tu dois être fier, Hippolyte. Fier! Un prince de mon rang, destiné à être roi de naissance. C'est comme un dieu qui erre sur la terre. Tu te trompes. Tu te trompes. Je ne me trompe jamais. Un prince n'a jamais tort. Ça y est, tu m'ennuies. Tu me fais plus rire. Je vais charger ce pistolet avec de vraies balles et te tuer comme un chien. Non mais Constant, là, non mais faut le dire. Là. Non mais tu joues trop mal. Tu es académique et ennuyeux. Tu ne mets rien de toi. Pas de conviction, pas de force, et surtout pas de variante créative. Ton âme manque. Et ton corps est mou. Les muscles manquent. La tension nerveuse est inexistante. Tu es où? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Où es-tu? De quoi tu parles? Tu es en train de dire, encore une fois, que je joue mal. Oui. Ok. Mais là, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris! Regarde-moi. Regarde. Regarde. Tu regardes seulement mon côté droit. Regarde bien le côté gauche de mon corps. L'hémisphère gauche. Le regard gauche. La main gauche. Là, siège mon essence et toute ma force, ok? À droite, mes organes sont morts. Je suis un acteur de gauche. Je devrais toujours me tenir vers le public avec mon côté gauche. Toujours. Même le professeur du conservatoire a dit que j'étais un comédien de l'hémisphère gauche. Mais on n'apprend pas le théâtre à l'école. Tu es un imbécile prétentieux. Prétentieux. Comme ceux qui croient aux étoiles ou à la pureté des fleurs. C'est possible. C'est possible. Tu es beau. Oui, Hippolyte. Ce matin, il y a une audition pour des rôles importants dans un film. Et je connais quelqu'un qui peut nous aider. Allez, changeons-nous et allons-y, ok? Je ne peux pas. Je n'ai encore rien préparé. Mais non, mais ne t'en fais pas, il n'y a pas besoin de préparer. Ils vont pas nous demander d'apporter texte, il faudra juste improviser et on nous prend. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Le cinéma ne m'intéresse pas.
Tu es venu ici pour être acteur, n'est-ce pas? Exactement. Le comédien, pas le cinéma. Hier, je t'ai proposé une audition pour une pièce de théâtre, Hippolyte. De théâtre. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas encore. Je me cherche. Je me cherche. Je ne peux pas t'expliquer. Tu m'énerves. Voilà. Je dois d'abord me chercher. Bah non, tu m'énerves. Merde. Mais tu m'énerves. Un homme peut-il résister à l'enchantement de sa vie? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'enchantement de sa vie? Qu'est-ce que ça... Un homme peut-il l'enchantement... Qu'est-ce que ça veut dire? Que mon sang coule dans mes veines. Coule dans mes veines. Qui récolte le blé cède ensuite au sommeil. De quoi tu parles? L'heure est venue de lever le poing pour crier au vent que lorsque les mains toucheront le fer, l'heure de la révolte sera venue. Les pauvres dirigeront le bal et on remettra les guillotines dans les places. Les têtes tomberont dans les cages. Et le blé sera transformé en farine. Et le pain sera de retour sur les tables pour tous. J'ai étudié, j'ai cherché, j'ai connu, et je suis resté ignorant. Dans la fureur des tempêtes, j'ai cherché la pureté de la vie. Mais elle était morte! De quel pain tu parles? Quelle pureté de la vie? Moi, qui suis-je? Mais je ne sais pas qui tu es. Une fois tu es avec le peuple, une autre fois tu es avec le pouvoir tyrannique. Tu ne sais même pas qui tu es. Et pourtant, tu dois te décider. Tu écris de grands mots, mais tu n'en crois même pas un seul. Hippolyte. Pour comprendre le fonctionnement d'un système, il faut l'habiter. Il faut se faufiler dedans. Suivre tous les engrenages et en comprendre profondément la mécanique. Puis le bloquer avec une canne. Il faut contourner le système. L'étudier. Attendre le bon moment. Puis le détruire. Il est inutile de simplement déplacer les choses. Par finir par te remettre à sa même place. Ce n'est pas une révolte, ça. Ce n'est pas une révolte. Ni un avancement du système. De tout système dont nous parlons. Qu'il soit sociétaire, artistique. Non, il faut y habiter. Y entrer, en profiter et s'échapper en infligeant une défaite solennelle et irréparable. Si j'étais sûr que c'était le cas, je prendrais mon arme et je me jetterais entre tes yeux. Ou alors, je sortirais par cette fenêtre en courant pour aller vers la rue et la révolte. Nous devrions tous réfléchir sur l'exception pour comprendre la règle. Les règles. Nous devons d'abord comprendre l'exception parce que cela montre la valeur relative de la règle. Ni la connaissance, ni la philosophie ne connaissent la vraie valeur réelle
de l'exception. Pourquoi y a-t-il toujours une exception à la règle? Nous sommes si loin de cette réflexion que nous nous abandonnons à la lâcheté du compromis. Mais où est le droit? Où est l'opinion? L'homme est dominé par l'idée de la loi, comme si c'était la seule certitude qui fasse vivre les hommes en paix, et dans laquelle s'exprime la superstition de l'infaillibilité de la loi et l'inadéquation du jugement. Avec l'illumination de l'échafaud, le moment de la mort sacrificielle est prolongé et accentué. Cela représente la fin de la loi et le début de l'opinion. Nous ne sommes pas encore morts. Mais pour cette même raison, nous ne pouvons pas prétendre être encore en vie. Je comprends. Je comprends que dans le silence de la forêt et l'obscurité de la nuit, la mort peut nous sembler vivante, terrifiante. Mais c'est justement cette terreur, ce battement du cœur qui nous témoigne que nous sommes encore vivants, qui nous cache tout et nous révèle tout. Il n'y a pas d'amour, pas de haine chez les enfants qui pleurent quand ils veulent manger du gâteau avant la fête. Tu sais, dans la classe morte de Tadeusz Kantor, le protagoniste est une classe de vieux écoliers qui semblent apparaître sur scène dans une zone limite entre la vie et la mort, dans un limbe entre la réalité et le rêve. Assis au bureau, comme les bons vieux écoliers d'antan, vieilles et vieux, tous un peu délabrés et décrépits, avec leurs vêtements usés jusqu'à la corde, le visage recouvert d'une fine membrane grise. En bon ordre, un à un, ils demandent, avec une grande solennité, d'être autorisés à sortir de classe. La scène se vide. Mais immédiatement après, ces vieux enfants réapparaissent, traînant sur leurs épaules des mannequins au visage de cire. Symbole des enfants qu'ils étaient. Symbole du passé qui revient. Comme un fardeau qui pèse, qui plie le corps. Un passé qui ne peut être ignoré. Ces vieux enfants passent leur temps à utiliser les latrines, à crier, à se disputer, à raconter des blagues stupides. Mais aussi, une autre série de personnages habite la classe. Un concierge qui chante les chansons d'une jeunesse disparue. Un soldat de la Seconde Guerre mondiale avec une longue baïonnette, symbole qui unit les deux grandes guerres du siècle passé. Et aussi Hippolyte, une femme de ménage, brandissant son balai comme une faux. Ces vieillards, ils sont là, comme une valse polonaise traînante, parfois interrompue, plongeant la scène dans une atmosphère grotesque. Mais pour aimer ce théâtre,
Il faut aimer le théâtre. Le vrai. Celui qui n'est pas seulement un spectacle, mais un langage. Une écriture. Un moyen d'exprimer une vision personnelle du monde. Pour aimer ce théâtre, il faut admettre que le théâtre peut être autre chose qu'une simple histoire clairement racontée, qu'une suite de scènes organisées selon une certaine progression dramatique. Non. Pour aimer ce théâtre, il faut être bien plus qu'un simple spectateur, tranquillement assis sur sa chaise, à attendre. Il faut franchir la distance qui sépare la salle de la scène. Ces vieilles femmes et ces vieux hommes qui sont là aujourd'hui, ils ne sont rien d'autre que notre passage d'une vie à une autre. Le désir le plus profond d'intolérance envers toute forme d'acceptation. Nous n'acceptons rien. Et c'est pourquoi ni nos parents bourgeois, ni la société telle qu'elle a toujours été ne tolèrent des êtres comme ces vieux qui sont en marge de toutes les marges et qui représentent la dérive du système éducatif mondial. Le recours systématique à la guerre pour nous punir ou nous dominer. Canaliser des jeunes comme nous dans les rangs de l'école, dans les formes théâtrales les plus logiques et les plus conventionnelles qui soient, nous rendre comme des possibles réactionnaires du syndicat d'étudiants. Et donc, facilement contrôlables, prêts pour une carrière politique, professionnelle ou diplomatique, au service du pouvoir. Le vrai, et non le croque-mitaine du gouvernement. Hippolyte, prends ta chaise et viens. Prends ta chaise, viens, on va discuter. Je me suis parfois demandé si notre génération ne voulait pas échapper à ce système. En s'extrayant totalement de toute forme de contestation, de lutte. Comme forme révolutionnaire précise, je n'adhère à rien. Mais je ne suis contre rien. Je ne sais pas qui vous êtes, ce que vous faites, mais je ne veux pas le savoir. Moi, j'ai choisi la fuite, non par lâcheté, mais comme un véritable militantisme politique. Un véritable militantisme politique. Partons. Partons, trouvons une terre libre encore non cultivée et installons-nous-y. Ou alors, je serai un artiste. Vivant dans un monde parallèle où la seule réalité sera la mienne. Bref.
Une flûte aussi. Je ne comprends pas pourquoi nous agissons. Pensons comme des adultes alors que nous sommes encore des enfants. Viens. Viens. Fais-moi confiance. Je vais te montrer un truc, tu peux venir? Regarde. Ça, c'est l'océan. D'accord? Partout. C'est l'océan. Nous sommes une île. Cette île doit être atteinte en plein hiver. Quand les maisons sont vides, quand les rues sont vides, pour que nous puissions la comprendre, cette île, nous devrons nous y rendre dans la solitude du vide, du manque et des portes fermées. En hiver. En hiver, le vent fait claquer les portes. Le ciel noir et le tonnerre créent une atmosphère fantomatique. Ce n'est pas en été que nous pouvons la comprendre. Quand la vie grouille. C'est en hiver que nous pouvons savoir ce qu'elle est. Parce que nous sommes cette île. Et l'océan est notre vie. Voilà notre théâtre. C'est possible. C'est possible. Mais qu'est-ce que je dois dire ou faire à ce stade du dialogue? Dans ce spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes et qui équivaut à jouer devant un public immense. À ce moment précis où le théâtre et la vie se confondent en un seul chemin. Nous pouvons repenser la forme de la vie, du théâtre. Nous pouvons réécrire le passé comme il nous convient. Nous pouvons réinterpréter nos vies et nos rôles dans notre propre style, ou nous appuyer sur celui d'un metteur en scène, d'un auteur qui nous montrera la pensée, la sienne, et que nous ferons nôtre. Nous sommes seuls ici, dans cette salle qui est devenue une scène où nous assistons et jouons à être nous-mêmes. Mais dans cet espace-temps, nous sommes plus vrais que la vérité, plus forts que la vérité. Toi et moi n'avons jamais parlé sans nous mettre en scène. Nous avons toujours scrupuleusement évité le langage pestilentiel de la rue, la banalité du langage de la télévision ou des nouveaux vocabulaires. Chaque lieu est pour nous un grand oratoire où les masses invisibles mais présentes assistent à la consommation des bougies, des dialogues
écrit dans nos têtes. Peut-être, Constant, que nous avons perdu de vue ce qu'est la réalité. Enfin, si elle a jamais existé pour nous. Depuis que nous nous connaissons pour la première fois, et je crois que c'était lorsque nous sortions du ventre de nos mères, jamais, je dis bien jamais, nous avons parlé en dehors du théâtre. Nous avons dramatisé nos vies, scrupuleusement et follement. Nous sommes hors de la vie, hors de la réalité, celle que nous pensons communément et que nous traversons jusqu'à la tombée ou à la dispersion de nos cendres. Hippolyte, penses-tu que pour nous en sortir indemnes, crédibles, nous devrions disparaître? Honnêtement, je pense que oui. Ho parlato di te, queste pareti bianche, come il mondo là fuori, me lo chiedo spesso. Ma quando sei con me e mi stringi forte, mi sento come potessi alzarmi quando ci sei. Tu sai che tutto questo mi fa meno paura e mi sento vivo. Sai che ho meno paura di svanire. E quando sei con me, queste mura si dipingono nei nostri pensieri e con meno paura. Et le metteur en scène qui est là, Vincenzo, s'il vous plaît.